Le surréalisme, ça m'a beaucoup touché quand j'étais adolescent. J'ai pas vraiment de connaissances, du coup j'ai fait un peu des recherches dessus. Et puis je pense que c'est bien de remettre les choses dans le contexte un petit peu pour que vous puissiez rentrer plus facilement dans cette poésie. Donc ça c'est le. J'ai essayé aussi l'intelligence artificielle. J'ai demandé de faire des poèmes surréalistes à la André Breton. Il y en a un qui était pas mal. Sinon, en général, c'est plus des éléphants en chocolat, lèche du miel dans les nuages. C'est plutôt ça, l'intelligence artificielle. Donc j'ai abandonné cette piste-là pour me concentrer sur la piste YouTube, où en fait c'est extraordinaire. Il y a vraiment un océan de connaissances. Et voilà, juste avant de commencer la lecture, ce magnétophone, pour les surréalistes, aurait été quelque chose d'extrêmement technologique. Et il appartenait au grand-père de ma femme. Donc c'est un hommage aussi au passé. Et après, on va commencer. Hein, c'est juste pour... Allô, 1, 2, 1, 2, allô. Aujourd'hui, je vais te parler du surréalisme, un mouvement artistique de la première moitié du XXe siècle qui veut libérer l'art, la pensée, de toutes les contraintes. Alors, comment les auteurs surréalistes s'y sont pris? Pourquoi ce mouvement est-il apparu au début du XXe siècle? C'est ce que je t'explique dans cette vidéo. Sache que tu peux imprimer ma fiche sur le surréalisme sur mon site commentairescomposés.fr et si tu prépares le bac de français, tu peux aussi t'aider de mon livre Réussite au bac de français aux éditions Hachette. Le surréalisme est plus qu'un mouvement littéraire, c'est un mouvement artistique qui s'étend d'environ 1917 à 1960 et qui touche tous les arts. La littérature, bien sûr, mais aussi la peinture avec Dali, Man Ray, Chirico, la sculpture, le cinéma, le Bunyan, par exemple. J'ai pas pris toute l'émission. Ce qui lie tous ces surréalistes du XXe siècle, c'est qu'ils veulent se libérer de toutes les contraintes. Alors comment? Les premières contraintes, si on y réfléchit, ce sont la morale et la raison qui nous empêchent d'agir librement. Pour s'en... Donc ça, premier indice, si vous pouvez laisser de côté ce soir la morale et la raison, vous pourrez vraiment plus pénétrer le mystère de cette poésie. C'est elle qui nous donne des clés. libérer, les surréalistes explorent les zones mystérieuses. Je le remets parce que c'est important. Ce qui lie tous ces surréalistes du XXe siècle, c'est qu'ils veulent se libérer de toutes les contraintes. Alors comment? Les premières contraintes, si on y réfléchit, ce sont la morale et la raison qui nous empêchent d'agir librement. Pour s'en libérer, les surréalistes explorent les zones mystérieuses de l'homme qui mènent à ce qu'il y a de plus enfoui en nous. Le rêve, la folie, l'inconscient, l'amour fou. Ça, c'est particulièrement pour toi, Damien. Le rêve, l'inconscient, la folie, l'amour fou, je pense que ça peut vraiment t'inspirer. Ce sont et la raison qui nous empêche d'agir librement. Pour s'en libérer, les surréalistes explorent les zones mystérieuses de l'homme qui mènent à ce qu'il y a de plus enfoui en nous. Le rêve, la folie, l'inconscient, l'amour fou. Ce sont en effet des états où la morale et la raison n'interviennent plus. Seconde contrainte dont se libérer, les règles d'écriture. E tinha também aí um autor que vai surgir também nessa época é o Breton, né? André Breton, vai surgir nesse início do século XIX. Pour les lusophones.
São autores, então, que vão preocupar mais com o introspectivo, né? A introspecção, até porque já tinha aquele impressionismo. Je comprends pas, mais je pense qu'il se connaît très bien, le mec. Outra vanguarda, né? É questão mais na prosa, também alguma coisa na pintura. E aí vai surgir, então, aquelas vanguardas, né? As grandes vanguardas do século XX, que será, por exemplo, a destaque nosso hoje é o surrealismo. Só que tinha outras, né? Tinha o futurismo, o dadaísmo, o cubismo, né? Do Picasso e tal. Então, nós vamos falar hoje, basicamente, do surrealismo, né? Que aí, como eu citei aqui o André Breton, mas o André Breton na escrita, na literatura, né? Mas que deve muito, por exemplo, ao Rimbaud, deve muito ao Lautréamont, né? O Conde Lautréamont, deve muito ao Nerval. Lautréamont, c'est Lautréamont. As imagens lá do William Blake, né? Então, ou seja, basicamente essa releitura, né? Do Blake, Rimbaud, Nerval, Lautréamont, né? Lautréamont. E aí levou a essa vanguarda do surrealismo, que deve também muito aos estudos do Sigmund Freud, né? Sigmund Freud, que trabalha uma coisa que o Dostoiévski trabalhava, que o Friedrich Nietzsche trabalhava, que é a questão de o que é inconsciente, o que é consciente, né? Então, a ideia de que a consciência era apenas uma ilha no oceano de inconsciência. J'ai pas tout compris, non. Tu comprends? Si. Mais en fait, c'est quoi le surréalisme? Comment répondre à cette question? Bonjour et bienvenue sur Qu'est-ce qu'on lit. J'avais envie de vous proposer des vidéos un peu différentes. Donc j'avais commencé à travailler sur une vidéo sur le surréalisme, mais j'en étais pas très satisfaite. Le son est moins bon, là. Script de 18 pages, ce qui est assez délirant. Script de ma vidéo. Mais en même temps, j'arrivais pas à le simplifier, à le décomplexifier parce que je trouvais que ça diluait vraiment l'intérêt de faire une vidéo sur le surréalisme. Et que si c'était pour rester en surface, ça m'intéressait pas trop. Donc après avoir... J'ai plus de place après sur la cassette. Désolé. En tout cas, maintenant, on est dans le contexte, on peut y aller. Qu'est-ce que Madame X? C'est la sorcière aux dents jaunes. Qu'est-ce que le vent dans ses cheveux? Je ne sais pas quoi répondre. Qu'est-ce que l'amour dans ses prunelles? Beaucoup. Qu'est-ce que le sang à ses oreilles? C'est le sang qui coulera dans le ruisseau. Qu'est-ce que la honte sur son ventre? C'est le déluge. Qu'est-ce que la révolution? Laissez-moi chercher, je crois bien que c'est Madame X. Qu'est-ce que la main de Madame X? C'est Madame X. Qu'est-ce qu'un labyrinthe? C'est le sein de Madame X. Qu'est-ce que la tour de Babel? C'est la beauté multiforme de Madame X. Qu'est-ce que Madame X? C'est un abîme. Qu'est-ce que Madame X? C'est la reine de la forêt. Qu'est-ce que le bonheur? C'est Madame X qui se meurt. Qu'est-ce qu'un œil? C'est Madame X morte. Qu'est-ce qu'une robe de soie? Une robe de soie du soir, c'est l'immortalité de Madame X. Qu'est-ce qu'une cigarette? C'est l'amour de Madame X. Qu'est-ce que l'amour partagé c'est, ou plutôt, ce n'est pas Madame X. Qui est Madame X? L'amour à petit feu. Dites-moi enfin qui est Madame X, la mort à petit feu. Qu'est-ce que l'Église? C'est le rire de Madame X hagarde, la robe déchirée tenant sa main un fouet des cuillères. Qui est Madame X? Le suicide. Qu'est-ce que la main de Madame X? C'est Madame X. Son corset, c'est le tout. Qu'est-ce que la solitude? Le sexe de Madame X. Qu'est-ce que le regret? Le nombril de Madame X. Qu'est-ce que la jouissance? Les souliers noirs, neufs et immenses de Madame X. Que sont les oreilles de Madame X, les muses du poète? Qu'est-ce que la solitude? Ne me parlez plus de Madame X. Qu'est-ce que le regret? Je suis le seul à le savoir. Que peut être l'amour de Madame X, à la fois un rêve et la réalité? Qui est l'amant de Madame X? Le danger. Qui est Madame X? La chevelure, un scalp. Qu'est-ce que Madame X nue? C'est Madame X morte. Que sont les seins de Madame X? L'objet de mon amour?
Qui est cette femme, Madame X? Pour la dernière fois, qui est Madame X? Une femme de l'autre monde. Qu'est-ce que la rêverie? Ne parlons plus de Madame X. Qu'est-ce qu'une boîte d'allumettes? La chaussure rose et fine de Madame X. Qui est Madame X? Le vampérialisme. Qu'est-ce qu'un captif? La jarretelle brûlante et lumineuse de Madame X. Qu'est-ce que la jalousie? C'est Madame X nue au milieu de l'orage. Qui aspire à mieux connaître Madame X? Moi, l'homme endeuillé. Léo Mallet, 1936. Pacific Union. Proclamons cette vérité de chair, que les dieux ont des membres et des yeux, que chacun a un double inversé qui lui est propre, et que les cris exultés de chaque couple qui retentissent à travers tout l'univers annoncent une victoire. C'est l'antinomie résolue qui inspire leur jeu cosmique, ayant porté la dissonance à sa perfection. Ayant porté la dissonance à sa perfection, ni esprit ni corps ne se désunissent, mais contemplent l'écho mutuel de leurs êtres, à travers des éternités qui ne durent qu'un seul jour. Jouent une musique céleste, leur joie est de créer l'instant éternel dans un destin qui est éternel, harmonie d'un moi dédoublé, harmonie d'un moi dédoublé, qui n'a nul besoin d'engendrer, puisque dans la sérénité d'un embrasement, les deux parties de l'âme se rencontrent en un accouplement angélique, ensemble hermaphrodites, tandis que depuis leur point d'incandescence, les siècles au dehors se déroulent. Ainsi, en une image arborescente, deux rameaux si étroitement enlacés grandissent ensemble l'un contre l'autre. Fibres si étroitement entrecroisées que par le seul mouvement d'une brise légère, l'humeur changeante de leur plaisir trouve son espace. Pourquoi donc la division existe-t-elle, demandent les philosophes. La division est la substance même de la vie et ne peut être ici déguisée, mais même divisée chacun peut être une chrysalide levée dans son cocon, qui s'épanouit en libellule, irradiant une teinte écarlate, afin d'appeler un autre de ses semblables, mais d'un bleu céruléen, ou s'il est par hasard déjà céruléen à chercher la promesse de l'écarlate. Et de flotter tête bêche en pleine extase, continuellement sublime créature qui jouisse d'une union qui dure tant qu'il devienne un nouvel être écarlate céruléen. Ce sont ces mêmes carnations qu'ont montré des alchimistes qui reposent dans l'alambic, Thalamus et cœur des anges, leur donnant le nom d'opale, pierre qui n'est pas une pierre. Là où dans une calcination tranquille, l'antinomie résolue, escarboucle et émeraude fusionnent jusqu'à ne faire qu'un. Soleil et lune, dans l'opale, perdent et conservent leur identité, déplacée du double centre d'une transe créatrice. Dieu, homme et insectes, arbres et pierres entrent dans une danse où plus proches s'enlacent les partenaires, plus vivement percent leur plaisir. Dans une fournaise qui jamais ne se consume, voici le thème le plus beau, éternel tournoiement de tous les thèmes, dont la danse et la transe annoncent le désir tour à tour assouvi
est de nouveau attisé au cœur de ce rêve triomphal, au cœur de ce rêve triomphal, au cœur de ce rêve triomphal, au cœur. Quand le fantôme commence à vivre, une fois dissipée la confusion autour du lit funèbre, où est-il envoyé? Mon esprit refuse de suivre. Mais quelque temps avant ces étranges et tragiques événements, moi-même étant alors aux confins du sommeil, je me rendis compte d'arbres qui entouraient une vallée étroite et d'une brume qui tombait d'un ciel de branchages. Au-delà se dressait un mur, semblable à une ceinture qu'on aurait laissé tomber, un mur percé d'une porte en chêne noir qui pouvait être la boucle de cette ceinture et qui encerclait un repli de terrain où se trouvaient des pierres vivantes, chacune couverte de lichen. Le bois de la porte était sculpté d'une guirlande de 5 pommes et 3 marches de pierre y menaient. Je gravis ces marches et la porte s'ouvrit. À l'intérieur, je vis l'étendue pentue du jardin d'Éden, la terre rouge masquée de vert, et au-delà d'un enchevêtrement de branches de pommiers, les flammes de l'enfer s'élevaient en une sereine clameur. Car dans ce jardin, le ver de terre ne meurt pas. Sous un arbre aux larges feuilles, une figure féminine se tenait debout, sa chevelure semblable à du fil d'acier chauffé au rouge, et le contour de son visage et les plis de ses vêtements au niveau de la poitrine rougeoyaient. Elle était seule. Et le seul geste qu'elle répétait indéfiniment était celui de la paix, du désespoir. Bientôt je vis un homme noir danser, et plus vite il dansait, plus débridée était la musique, dont on ne savait d'où elle venait. Soudain, alors qu'elle devenait de plus en plus forte, les bras et les jambes de l'homme se mirent à s'étirer, jusqu'à ce que de la tête, des doigts des mains et des doigts des pieds, il puisse toucher les 8 coins de la pièce. Les draperies blanches qui l'enveloppaient ondoyaient, se déroulant depuis une masse compacte en leur centre. Au fur et à mesure qu'il tournoyait et exécutait de multiples sauts périlleux, ses os s'assouplissaient, sa peau se détendait, ses muscles se déliaient, la pesanteur décroissait, l'espace se niait, les volumes devenaient fluides. Mais le temps continuait à danser suivant le tempo de cette musique sans origine. Et quand celle-ci s'arrêta, l'homme noir reprit sa taille humaine initiale. Dans une grotte souterraine, prenant son éclat de quelques sources de chaude lumière, une rangée de danseurs emmaillotés se mit en mouvement, sautant sur place au rythme de gesticulations magnétiques. Leurs chefs passaient le long des rangs armés d'un fouet en fer, les fouettant comme des toupies pour les faire danser encore plus violemment, remontant et descendant les rangs à grande enjambée de plus en plus rapidement. Soudain, sous les coups de fouet qu'ils donnaient avec de plus en plus de force, les danseurs commencèrent à rougeoyer. Puis, après avoir été touchés l'un après l'autre, une dernière fois, ils s'enflammèrent successivement.
Sautant toujours plus haut, ces torches humaines emplirent de leur ardent rituel la caverne au plafond bas, pour enfin quitter le sol en cercle ascendant et tournoyer près de la voûte, paisible cœur de ballon de feu. Ce n'est que lorsque mes bougies dégoulinantes de suie se furent éteintes l'une après l'autre que je m'endormis. Ces deux poèmes de Ethel Cochlum, une alchimiste surréaliste anglaise. C'est quoi après Damien? Ah oui. Une autre femme surréaliste. Mais d'abord... Tout est musique. Pour provoquer des rêves érotiques. Ingrédients. 1 kilo de radis noirs, 3 poules blanches, une tête d'ail, 4 kilos de miel, un miroir, 2 foies de génisse, une brique, 2 pinces à linge, un corset à baleine, 2 fausses moustaches, 2 chapeaux à votre goût. Plumez les poules en conservant soigneusement les plumes. Le faire bouillir dans 2 litres d'eau distillée ou de pluie, sans sel, avec la tête d'ail pelée et écrasée. Laissez mijoter à feu doux. Vous pouvez prendre des notes. Pendant que le volatile mijote, orientez le lit du nord-ouest au sud-est et se laissez reposer la fenêtre ouverte. Fermez la fenêtre une demi-heure après et mettez la brique au-dessous du pied gauche du chevet du lit qui doit se trouver au nord-ouest. Se laisser reposer. Pendant que le lit repose, râpez les radis noirs directement au-dessus du bouillon en faisant attention à laisser les mains s'imprégner constamment de vapeur, tourner et laisser mijoter. Prendre les 4 kilos de miel et les étaler au moyen d'une spatule sur les draps du lit. Prendre les plumes de poule et les saupoudrer sur les draps barbouillés de miel. Faire le lit avec soin. Il n'est pas indispensable que les plumes soient blanches. Certaines peuvent être colorées, mais il faut éviter celles qui proviennent des poules de Guinée, car elles produisent parfois un état nymphomaniaque de longue durée ou de graves cas de priapisme. Bien serrer le corset, s'asseoir devant le miroir, réduire sa tension nerveuse, sourire, essuyer les moustaches et les chapeaux de son goût, tricorne napoléonien, chapeau de cardinal, coiffe avec dentelle, béret basque, etc. Mettre dans une soucoupe les 2 pinces à linge et la laisser à côté du lit. Faire tiédir au bain-marie les foies de génisse en faisant bien attention à ce qu'elles ne bouillent pas. Une fois tiédies, les mettre à la place de l'oreiller dans les cas de masochisme ou de chaque côté du lit dans les cas de sadisme. À partir de ce moment, allez très vite pour éviter au foie de se refroidir, courir et verser rapidement le bouillon qui doit être très consistant dans une tasse, revenir prestement avec la tasse devant le miroir, sourire, boire une gorgée de bouillon, essayer une moustache, boire une autre gorgée, essayer un chapeau, boire, essayer tout, prendre de petites gorgées entre chaque essayage, faire tout cela aussi rapidement que possible.
Une fois le bouillon absorbé, courir au lit, se coucher dans des draps déjà prêts, prendre rapidement les pinces à linge et introduire l'orteil dans chacune d'elles. Ces pinces doivent être conservées toute la nuit et se mettre à 45 degrés par rapport à l'orteil en pressant fermement l'ongle. Cette recette toute simple donne toujours de bons résultats. Et les personnes normales peuvent aller délicieusement du baiser à la strangulation, du viol à l'inceste, etc., etc. Les recettes pour cas plus complexes tels que la nécrophilie, l'autophagie, la tauromachie, l'alpinisme et autres peuvent se trouver dans un volume spécial de notre collection Conseils discrètement sains. Signé le chevalier Remedios Varo. Dans la nuit, je me suis uni à la nuit sans limite,
la nuit, mienne, belle, mienne, nuit, nuit de naissance, qui m'emplit de mon cri, de mes épis, toi qui m'envahis, qui fait houle, houle, qui fait houle tout autour et fume, fort dense et mugit, c'est la nuit, nuit qui gît, nuit implacable, et sa fanfare, et sa plage en haut, sa plage partout, sa plage boit, son poids est roi et tout ploie sous lui, sous plus ténu qu'un fil, sous la nuit, dans la nuit, je me suis uni à la nuit. Destination de nos lointains, la liberté naît la nuit, n'importe où, ou dans un trou de mur, sur le passage des vents glacés. Les étoiles sont acides et vertes en été. L'hiver, elles offrent à notre main leur pleine jeunesse mûrie. Si des dieux précurseurs aguerris et persuasifs, chassant devant eux le proche passé de leurs actions et de nos besoins conjugués, ne sont plus nos inséparables, pas plus la nature que nous ne leur survivrons. Tel regard de la terre met au monde des buissons vivifiants au point le plus enflammé, et nous, réciproquement, imitant de la chouette, la volée feutrée, dans les rêves du sommeil, on improvise l'amour. On force la douleur dans l'épouvante, on se meut parcellaire, on rajeunit avec une inlassable témérité. Une inlassable témérité, on rajeunit avec une inlassable témérité. Oh ma petite fumée, s'élevant sur tout vrai feu, nous sommes les contemporains et le nuage de ceux qui nous aiment. Le nu perdu, porteront rameaux ceux dont l'endurance sait user la nuit noueuse qui précède et suit l'éclair. Leur parole reçoit existence du fruit intermittent qui la propage en se dilacérant. Ils sont les fils incestueux de l'entaille et du cygne qui élevèrent au margelle le cercle en fleurs de la jarre du ralliement. La rage des vents les maintient encore dévêtus. Contre eux vole un duvet de nuit noire. Contre eux vole un duvet de nuit noire. Un homme paisible. Étendant les mains hors du lit, Plume fut étonné de ne pas rencontrer le mur. Tiens, pensa-t-il, les fourmis l'auront mangé. Et il se rendormit. Peu après, sa femme l'attrapa et le secoua. « Regarde, dit-elle, feignant, pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. » En effet, un ciel intact s'étendait de tous côtés. « Bah, la chose est faite, pensa-t-il. Peu après, un bruit se fit entendre. C'était un train qui arrivait sur eux à toute allure.
de l'air pressé qu'il a, pensa-t-il, il arrivera sûrement avant nous. Et il se rendormit. Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisaient près de lui. Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de désagréments. Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais fort heureux. Mais, puisqu'il est déjà passé, et il se rendormit. « Voyons, disait le juge, comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée au point qu'on l'ait trouvée partagée en 8 morceaux sans que vous qui étiez à côté ayez pu faire un geste pour l'en empêcher sans même vous en être aperçu. Voilà le mystère. Toute l'affaire est là-dedans. » Sur ce chemin, je ne peux pas l'aider, pensa Plume, et il se rendormit. L'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter ? Excusez-moi, dit-il, je n'ai pas suivi l'affaire. Et il se rendormit. On va retourner vers Léo Mallet, 1936. Ta joie revêt la forme d'une gare d'embranchement sous la fine pluie du matin. Ta joie, les immenses fougères qui sautent aux yeux, près du grand champ des œufs d'autruche, près de l'inaccessible phare. Flotte et claque dans la baie de Paimpol, grand pavillon de la Tortue, chapeau de cérémonie des caravelles fantômes, des galions sombrants d'or, flotte et claque et nous salue, joyeuse funèbre étoffe, orgueilleux oiseau de haute mer, dans tes plis tu conserves le reflet de l'or, et des yeux tu absorbes le soleil, et deviens soleil toi-même. Flotte, flotte et claque et secoue. Secoue tes grands os blancs croisés comme des jambes, reconnaissables à la rouille qui la mord. Voici la désirée île de la Tortue où toujours le vent violent nous précipitera l'un sur l'autre, nous étendra sur cette terre où toujours sourit. N'oublie pas, bois à la mer le masque féroce de la Nouvelle-Irlande. Au cri rauque, désespéré de l'oiseau blessé, du grand oiseau blanc au sang frais qui se blottit au creux des vagues pour y passer la nuit, correspond ta joie de voir vivre les merveilleuses fleurs visqueuses et pourries. Souviens-toi, ô capitaine de la mer qui n'est qu'à nous, et n'oublie pas que si pleine soit la bouteille, si grande la violence avec laquelle elle est projetée contre un mur, son contenu ne saurait noyer 2 êtres. N'oublie pas que les éclats de verre sont impuissants contre le diamant. N'oublie pas que nous allons comme un gant, et au premier signal hurlé de la mouette, tourne tes regards vers la lointaine île de la Tortue, ce grand bloc de fer rouge, aux grèves encombrées de casse-têtes hérissées et testacées, d'où n'émergent que les phallus de pierre de l'antinaufrageur. Où pour nous claque sur chaque église biffée à la craie l'insolent et cynique drapeau de notre amour. Un peu de théorie maintenant. Surréalisme et révolution.
Le surréalisme. Le surréalisme. Le surréalisme est né d'un désespoir et d'un dégoût. Il est né sur les bancs de l'école. Beaucoup plus qu'un mouvement littéraire, il a été une révolte morale, le cri organique de l'homme, les ruades de l'être en nous contre toute coercition. Et d'abord, la coercition du père. Le mouvement surréaliste tout entier a été une profonde, une intérieure insurrection contre toutes les formes du père, contre la prépondérance envahissante du père dans les mœurs et dans les idées. Voici à titre purement documentaire le dernier manifeste surréaliste qui indique la nouvelle orientation politique de ce mouvement. Contre-attaque, la patrie et la famille, dimanche 5 janvier 1936, à 21h au grenier des Augustins, 7 rue des Grands Augustins, métro Saint-Michel. Contre l'abandon de la position révolutionnaire, réunion de protestation. Un homme qui admet la patrie, un homme qui lutte pour la famille. C'est un homme qui trahit. Ce qu'il trahit, c'est ce qui est pour nous la raison de vivre et de lutter. La patrie se dresse entre l'homme et les richesses du sol. Elle exige que les produits de la sueur humaine soient transformés en canon. Elle fait d'un être humain un traître à son semblable. La famille est le fondement de la contrainte sociale. L'absence de toute fraternité entre le père et l'enfant a servi de modèle à tous les rapports sociaux basés sur l'autorité et le mépris des patrons pour leurs semblables. Père, patrie, patron, telle est la trilogie qui sert de base à la vieille société patriarcale et aujourd'hui à la chiennerie fasciste. Les hommes, perdus d'angoisse, abandonnés à une misère et à une extermination dont ils ne peuvent pas comprendre les causes, se soulèveront un jour excédés. Ils achèveront alors de ruiner la vieille trilogie patriarcale. Ils fonderont la société fraternelle des compagnons de travail, la société de la puissance et de la solidarité humaine. On peut voir, par ce manifeste, que le surréalisme maintient contre la dernière orientation stalinienne les objectifs essentiels du marxisme, c'est-à-dire tous les points virulents par où le marxisme touche à l'homme et veut l'atteindre dans ses secrets. Et l'on doit reconnaître à cette violence obstinée la vieille manière surréaliste qui ne peut vivre qu'exaspérée, Mais le mystère du surréalisme est que cette révolte, dès l'origine, a sombré dans l'inconscient. Elle a été une mystique cachée, un occultisme d'un nouveau genre, et comme toute mystique cachée, elle s'est exprimée allégoriquement et par des larves qui ont pris l'air de la poésie. Tout ce qui avait forme de revendication claire, le surréalisme l'a écarté ou n'a pu le joindre. Un terrible bouillonnement de révolte contre toutes les formes d'oppression matérielle ou spirituelle nous agitait tous quand le surréalisme a commencé. Père, patrie, religion, famille, il n'était rien que nous n'invectivions beaucoup moins avec des mots qu'avec de l'âme. Et nous l'engagions matériellement, l'âme. Pourtant, cette révolte qui attaquait tout n'était pas capable de rien détruire, du moins en apparence. Car le secret du surréalisme est qu'il attaque les choses dans leur secret. Pour rejoindre le secret des choses, le surréalisme avait ouvert un chemin.
Comme pour le dieu inconnu des mystères des Kabyres, comme pour l'Aïn Souf, le trou animé des abîmes dans la Kabbale, comme pour le rien, le vide, le non-être dévoreur de néant des anciens Brahmes et des Védas, on peut dire du surréalisme ce qu'il n'est pas. Mais pour dire ce qu'il est, il faut employer des approximations et des images, et le surréalisme est un mouvement vêtu d'images. Il ressuscite par une sorte d'incantation dans le vide l'esprit des antiques allégories. Il y a certes dans la poésie surréaliste des éléments dont on peut parler, qu'on retrouve, qu'on reconnaît, mais les autres genres de poésie nous conduisent toujours dans un domaine, nous mènent dans un certain pays qu'on ne peut confondre avec les autres. Avec le surréalisme, au contraire, commence le chemin de la perte. Commence le chemin de la perte. De telle manière qu'on ne peut jamais dire que sa poésie soit où nous la voyons. Le surréalisme avait besoin de sortir. Sortir du jour dans le premier chapitre, comme dit du double de l'homme le livre des morts égyptiens. Et surréaliste, nous avions besoin de sortir. Toujours, partout, dans un mouvement d'insatisfaction mortelle, d'où une violence qui ne menait à rien, mais manifestait souterrainement quelque chose. Violence que la manie d'éclaircir les choses a fini par appeler la démoralisation, refus et violence, violence et refus. Ces deux pôles significatifs d'un état d'esprit impossible, d'une mystérieuse électricité, indiquent le caractère anormal de la poésie de cette époque, qui n'était plus de la poésie au sens où les mots l'entendent, mais l'émission magnétique d'un souffle, une sorte de magie bizarre qui s'installait au milieu de nous. Ces deux pôles significatifs d'un état d'esprit impossible, d'une mystérieuse électricité, indiquent le caractère anormal de la poésie de cette époque, qui n'était plus de la poésie au sens où les mots l'entendent, mais l'émission magnétique d'un souffle, une sorte de magie bizarre qui s'installait au milieu de nous. Refus, refus désespéré de vivre, et qui pourtant doit accepter la vie.
Dans le champ de ma colère, il y a un œuf. Et dans cet œuf, il y a ma mère, mon père et mes enfants. Et dans ce tout, il y a joie et tristesse, mêlée et vie. Grosse tempête qui m'avait secouru, beau soleil qui m'a contrecarré. Il y a haine en moi, forte et de date ancienne. Et pour la beauté, on verra plus tard. Je ne suis en effet devenu dur que par lamelles. Si on savait comme je suis resté moelleux au fond, je suis gong et watt et chant neigeux, je le dis et j'en suis sûr. La toute-puissante a dit: je casse un sycomore d'un coup de langue. Les troncs de haute futaie, s'ils n'ont cru que pour donner de l'ombre aux fougères, je leur pardonne. Les grands crétins, enfants de généraux, qui dans la nuit téléphonent pour assurer leur stature sur le pied de Léon Blois, je leur pardonne. Mais je casse un sycomore d'un coup de langue, et tous ceux qui, sans avoir reçu la folie en aumône, s'érigent, ceux qui s'honorent, ceux qui se sacrent
où capitalement se couronnent ceux qui veulent dominer le rat gazon, où la poussière auquel du point où je suis se réduisent votre règne animal, votre règne végétal et votre règne minéral dans sa totalité, je les romps. Car je casse un sycomore d'un coup de langue, et je ne cesserai de lécher votre joli monde, qu'il ne soit devenu égal et poli à l'instar des boules d'os que vos joueurs font rouler sur des tapis verts, ou de la petite planète que vous avez tous identiquement dans la tête, entre les pensées et la peau. Après avoir dit pour un peu de temps encore, la toute-puissante s'est rendormie. Couloir longitudinal des grands bâtiments souterrains, tendance obscure des lions parasites, ô lune affreuse qui court comme une grande lueur, fleuve, fleuve, les sillages des bateaux sont tes cheveux, la nuit est ton manteau, les reflets qui dorment sur toi sont tes écailles, personne ne veut plus te connaître. Tu coules des yeux de cette étoile inconnue, pleurs fertilisant, mais jamais nous ne connaîtrons ta source pâle, ton adorable bouche et ton vagissement prolongé dans les champs de ta naissance. À chaque arbre qui se penche vers toi, tu dis « Passe mon ami, mon frère, et regarde devant toi, les espoirs sont moisis. » Il n'y a plus que ce Dieu magnifique, miséricorde, et ses grands appels là-bas, très près de mon cœur. Cours si tu peux jusqu'à lui. Mais ne sais-tu pas que la nuit t'étranglerait avec ses mains sanglantes? Adieu, mon frère, mon ami sourd. Je ne sais plus si ce fleuve qui est ton frère te reverra jamais. Fleuve sinueux comme des lèvres et comme le serpent qui dort dans ce gazon savoureux, brebis maternelle, troupeau de lueur, le nageur, 1000 cris oiseaux, l'horizon trace une ligne de vie, l'horizon trace une ligne de vie. L'horizon trace une ligne de vie, l'horizon trace une ligne de vie. Et les vagues visages perdus chuchotent dans les golfs tendus comme des bras ouverts. Je suis sûr enfin d'être seul. Est-ce le nord, est-ce l'ouest, le soleil bourdonnant de lumière, rue du ciel et de la terre. Je m'arrête pour savoir encore si l'été est rouge dans mes veines. Et mon ombre tourne autour de moi dans le sens des aiguilles d'une montre. Le sommeil m'apporte les insectes et les reptiles, la douleur une grimace et le mensonge le réveil. Je flotte, visage perdu au milieu d'une heure, sans secours, sans appel. Je descends sans conviction des marches, sans but, et je continue sans regret jusqu'au sommeil. Dans les yeux des miroirs et dans le rire du vent, je reconnais un inconnu qui est moi. Je reconnais un inconnu qui est moi. Je ne bouge plus. J'attends. Et je ferme les yeux comme un verrou. Je ferme les yeux comme un verrou.
Quand j'étais petit, j'étais pas grand. Et je montrais mon cul à tous les passants. Et à 20 ans, à peu près, j'ai commencé à écrire des chansons. Et je lisais beaucoup Philippe Soupeau. J'adorais Philippe Soupeau. J'ai beaucoup lu Philippe Soupeau, ses romans, ses poésies. Et j'ai adapté un de ses poèmes qui s'appelle Georgia. Et c'est ma connexion avec le surréalisme. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais très naïf. Et je me suis dit, merde, est-ce que j'ai le droit de chanter cette chanson? Et à l'époque, il y avait l'annuaire. J'ai ouvert l'annuaire et j'ai cherché Philippe Soupeau. Et il était dans l'annuaire. Et je l'ai appelé et il m'a répondu. C'était un vieux monsieur, il avait plus de 90 ans. Et moi, j'étais très, très timide, bien sûr. J'ai dit, bonjour, monsieur Soupeau, qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Je suis Arthur et j'ai adapté votre poème Georgia en chanson. Je voudrais savoir si vous me donniez l'autorisation. Il m'a dit oui, bien sûr. J'ai dit, vous pouvez me donner votre adresse, que je vous envoie les paroles et la mélodie. Il me dit oui. Et du coup, je lui ai envoyé la partition et le texte. Enfin, non, pas le texte, la partition. Enfin, avec le texte, avec la mélodie. Et il me l'a renvoyé par la poste avec sa signature. Bon pour autorisation. Et j'ai perdu le papier. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas chanté cette chanson. Georgia. 1926. Je ne dors pas, Georgia. Je lance des flèches dans la nuit, Georgia. J'attends, Georgia. Je pense, Georgia. Le feu est comme la neige, Georgia. La nuit est ma voisine, Georgia. J'écoute les bruits, tous sans exception, Georgia. Je vois la fumée qui monte et qui fuit, Georgia. Je marche à pas de loup dans l'ombre, Georgia. Je cours, voici la rue, les faubourgs, Georgia. Voici une ville qui est la même et que je ne connais pas, Georgia. Je me hâte, voici le vent, Georgia. Et le froid silence et la peur, Georgia. Je fuis, Georgia. Je cours, Georgia. Les nuages sont bas, ils vont tomber, Georgia. J'étends les bras, Georgia. Je ne ferme pas les yeux, Georgia. J'appelle Georgia, je crie, Georgia. J'appelle Georgia. Je t'appelle Georgia. Est-ce que tu viendras, Georgia? Bientôt, Georgia. Je ne dors pas, Georgia. Je t'attends, Georgia. 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 Je ne dors pas. Je t'attends. Georgia. Georgia.
son corps léger. Est-il la fin du monde? C'est une erreur. C'est un délice glissant entre mes lèvres, près de la glace. Mais l'autre pensait, ce n'est qu'une colombe qui respire. Quoi qu'il en soit, là où je suis, il se passe quelque chose. Dans une position délimitée par l'orage. Près de la glace, c'est une erreur. Là où je suis, ce n'est qu'une colombe. Mais l'autre pensait, il se passe quelque chose. Dans une position délimitée, glissant entre mes lèvres, est-ce la fin du monde? C'est un délice, quoi qu'il en soit, son corps léger respire par l'orage. Dans une position délimitée, près de la glace qui respire, son corps léger glissant entre mes lèvres, est-ce la fin du monde? Mais l'autre pensait, c'est un délice. Il se passe quelque chose, quoi qu'il en soit. Par l'orage, ce n'est qu'une colombe. Là où je suis, c'est une erreur. Est-ce la fin du monde qui respire son corps léger? Mais l'autre pensait, là où je suis, près de la glace, c'est un délice, dans une position délimitée. Quoi qu'il en soit, c'est une erreur. Il se passe quelque chose par l'orage. Ce n'est qu'une colombe glissant entre mes lèvres. Ce n'est qu'une colombe dans une position délimitée, là où je suis, par l'orage. Mais l'autre pensait, qui respire près de la glace? Est-ce la fin du monde? Quoi qu'il en soit, c'est un délice. Quoi qu'il en soit, il se passe quelque chose. C'est une erreur, glissant entre mes lèvres, son corps léger. C'est une erreur. On va finir par le carencement, parce que le pauvre, on a surnommé André Breton le pape du surréalisme, le pauvre. C'est pas très pape. Mais le vrai pape du surréalisme, si jamais il y a eu un pape, c'était lui. C'était Guillaume Apollinaire. C'est grâce à lui que tout a commencé, grâce à son intuition, sa sensibilité, son génie, sa langue, sa folie psychédélique avec l'opium, la guerre de 14. Sa mort aussi, il a laissé le champ libre. C'est lui qui a fait rencontrer André Breton et Philippe Sopeau, qui les a présentés, qui a dit « Vous avez quelque chose à inventer ensemble ». C'est lui qui a trouvé le mot surréalisme. Donc voilà, pour finir cette petite exploration, on fait un hommage à Guillaume Apollinaire, qui est un homme très intemporel. Lou, Lou, mon étoile.
L'étoile nommée Lou est aussi belle, aussi voluptueuse qu'une jolie fille vicieuse. Elle est assise dans un météore agencé comme une automobile de luxe. Autour d'elle se tiennent les autres étoiles, ses amis. Autour de l'automobile stellaire s'étend l'infini éthéré. Les planètes rutilantes se montrent tour à tour comme des déesses calipiges sur l'horizon. La voie lactée monte comme une poussière derrière le météore automobile. Des guirlandes d'astres décorent l'infini. Le météore automobile, luxueux et architectural comme un palais, est monté sur un bolide énorme qui tonne à travers les cieux. Ouais. Des cieux qui sillonnent d'éclairs, versicolores et durables, comme de merveilleux feux de Bengale, et doux, doux, comme des baisers éternels, et des rayons de soleil ombragent ainsi de beaux arbres printaniers la route diaphane. Oh, Lou, étoile nommée Lou, la plus belle des étoiles, ô reine des étoiles, ton royaume s'étend en pleine animée, comme les oiseaux en pleine mouvante, comme un régiment de fantassins nomades. Étoile, Lou, Lou, beau sein de neige rose, petit nichon exquis de la douce nuit, clitoris délectable de la brise embaumée d'avant l'aube. Lou, Lou, les autres astres sont ridicules et sont tes bouffons. Ils jouent pour toi des comédies fantasmagoriques. Ils font les fous pour que l'étoile nommée Lou ne s'embête pas. Et parfois les nuits sont mortelles. Et parfois les nuits sont mortelles. L'étoile nommée Lou traverse des prairies d'asphodèles et des fantômes infidèles pleuvent dans les abîmes autour d'elle. Mais cette nuit est si belle. Je ne vois que l'étoile que j'aime. Elle est la splendeur du firmament et je ne vois qu'elle. Elle est un petit trou charmant aux fesses des nuages. Elle est l'étoile des étoiles. Elle est l'étoile d'amour. Ô nuit dure toujours ainsi. Mais voici les gerbes des obus en déroute qui me voilent mon étoile. Je baisse les yeux vers les ténèbres de ma forêt et mon intelligence amoureuse devient oiseau. Et mon intelligence amoureuse devient oiseau. Pour aller revoir plus haut, plus haut, plus haut toujours, ce petit cœur bleuâtre qu'est mon étoile nommée Lou, ma douce étoile qui fait vibrer au ciel des mots d'amour exquis, qui viennent en lent air dolent qui correspondent nuance à chaque chose que je pense. Étoile, Lou, fais-moi monter vers toi, prends-moi dans ta splendeur, que je sois ébloui et presque épouvanté, que l'espace bleu se creuse à l'infini, que l'horizon disparaisse, que tous les astres grandissent. Et pour finir, fais-moi pénétrer dans ton paradis, que j'éprouve une sensation de bien-être inouï, que j'absorbe par toute ma chair, toute mon âme, ta lumière exquise, oh, mon paradis. Et pour finir,
Fais-moi pénétrer dans ton paradis, que j'éprouve une sensation de bien-être inouï, que j'absorbe par toute ma chair, toute mon âme, ta lumière exquise. Oh, mon paradis. Vas-y, continue, Nicolas. Ce soir, merci beaucoup de votre attention, de votre collaboration. Merci à tous ces poètes, à tous ces éditeurs magnifiques. Et merci à la musique, l'exceptionnel, le magnifique Monsieur Nicolas Repac. Je vous conseille de trouver le dernier roman graphique, la bande dessinée de Damien McDonald qui s'appelle Le Rayon Invisible. C'est l'histoire d'une jeune femme qui veut faire un film sur André Breton. Elle essaie de convaincre un producteur. Elle essaie d'expliquer qui était André Breton, quels étaient ses rêves. Et plus s'avance dans l'histoire, plus le producteur perd ses moyens, plus on rentre dans une fantasmagorie magnifique. Au dessin ce soir, le magnifique, le lumineux Monsieur Damien McDonald. Pour ceux qui éventuellement seraient curieux, Damien a fait un superbe générique de fin avec tous les poèmes qu'on a lus. Voilà. Léo Mallet, Madame X, Vacances payées. Ensuite, Itel Cockloun, un magnifique livre sur les femmes surréalistes que Beaubourg a produit, Pacific Union, Putréfaction, Itel Cockloun. Varro, pour provoquer des rêves érotiques. J'arrive pas à le lire. Remedios Varro. Henri Michaud. Le grand, l'immense Henri Michaud. Dans la nuit, l'homme paisible, ça c'était Plume. Je suis Gong. René Char. Tous étaient des compagnons de route, pas forcément des surréalistes pur jus, mais qui ont pris l'essence de la chose, qui ont mis leur vision personnelle, qui l'ont emmené dans un terrain inconnu, destination de nos lointains, le nu perdu, René Char. Le grand, l'unique Antonin Artaud, le vibrant, l'excédé, le paranoïaque, le révolutionnaire, le sublime Antonin Artaud, message révolutionnaire, dans ses conférences au Mexique. Mondiargue, la toute-puissante. Philippe Soupeau, mon chouchou. Fleuve, le nageur, Georgia, c'est tous dans le recueil Georgia de 1926. Guillaume Apollinaire, Lou, mon étoile, dans les poèmes à Lou, qu'il a écrit dans les tranchées.
Gerasim Lucas. Il a oublié Gerasim Lucas. C'est impardonnable, Damien. Heureusement qu'il est... J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un ami de Gerasim Lucas qui m'a dit qu'il était très drôle. Et ben pour Gerasim Lucas et pour tous les autres, un grand merci. À bientôt. Merci beaucoup. Iris à la lumière, Axel au son. Merci. Merci à la Maison de la Poésie, merci beaucoup.